Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et bonjour à toutes et à tous, on est ensemble jusqu'à 13h. Le numéro du standard, le 0826 300 300. Aujourd'hui, je reçois Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, pour parler de la situation catastrophique aux urgences. Et ce n'est pas nouveau, mais c'est de pire en pire. Et puis, on va parler de souveraineté numérique, parce qu'il n'y a pas que la souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de souveraineté à toutes les sauces en ce moment. Eh bien, la CNIL a décidé de laisser Microsoft gérer nos données de santé avec tous les risques, bien sûr, d'ingérence que cela soulève. On se retrouve dans un instant avec notre premier invité pour cette émission. N'hésitez pas, si vous souhaitez poser vos questions, 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. Les opinions sont diverses et variées. Vous faites parler les auditeurs. De mon point de vue, la liberté d'expression est beaucoup plus fiable et authentique sur Sud Radio, quoi. Sud Radio, parlons vrai. L'idée. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité aujourd'hui est Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93. Vous êtes également porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France et conseiller régional, entre autres. Je voulais vous avoir au micro de Sud Radio pour parler de l'état des urgences. Bonjour, monsieur Prudhomme. Bonjour. Les urgences, on a l'impression que ça fait des années qu'on parle de la situation calamiteuse. Voilà les dernières nouvelles. Manosque, les urgences fermées toutes les nuits, du 6 au 12 février. Fais ton pansement toi-même. Cette patiente raconte sa mésaventure aux urgences de l'hôpital d'Arlon. Les urgences de Saint-Tropez toujours fermées la nuit en février. Quel jour les urgences du Bailleul sont-elles ouvertes le soir en février? Les urgences ferment les unes après les autres. Il n'y a plus de moyens, il y a plus de personnel. On a eu ces derniers jours des témoignages glaçants de proches de victimes qui sont morts aux urgences en demandant à l'aide. Le jeune Thomas, mais aussi ses sœurs jumelles qui n'a pas pu sauver sa jumelle. Là encore, qu'est-ce qui se passe aux urgences ? Écoutez, les urgences sont le miroir grossissant de l'effondrement du système de santé. C'est la première porte d'entrée. Voilà, on est face à un gouvernement qui est en train de tuer notre système de santé, particulièrement l'hôpital. Voilà, vous savez, le cadeau de fin d'année du gouvernement, c'est de valider par décret le fonctionnement dégradé des urgences qui avait été instauré soi-disant de manière provisoire par mon ex-collègue François Braun. C'est-à-dire qu'on a validé le fait qu'un service d'urgence pouvait fermer la nuit, qu'il fallait passer par le 15, et alors pire, on peut remplacer les médecins dans les véhicules du SAMU par une infirmière. C'est-à-dire que, voilà, vous savez, un de mes collègues, quand même, moi je suis syndicaliste, alors on peut m'accuser d'être excessif, mais mon collègue, le professeur Soula, qui est le chef de service des urgences de Rennes, a déclaré récemment dans la presse que on en était à essayer d'éviter les morts évitables. Voilà. C'est-à-dire que voilà où on en est. Donc la politique qui est menée par le gouvernement est meurtrière. Et alors, vous voyez, quand on entend Monsieur Attal, qui a passé une partie de son discours, qui a traité de la santé. Ce qu'on attendait, vous savez, la veille, la Fédération hospitalière de France, c'est-à-dire la représentation institutionnelle des hôpitaux, dit que pour terminer l'année, enfin pour passer l'année 2024, il nous manque 2 à 3 milliards. Voilà, parce qu'il y a une non prise en compte de l'inflation. Et il y a quelques mesures salariales, en particulier pour le personnel de nuit, qui vont générer donc des frais supplémentaires. Donc là, les directeurs d'hôpitaux nous disent, si on n'a pas cet argent, il faudra bien qu'on augmente les salaires, donc on va diminuer les effectifs. Voilà. C'est incroyable parce que dans le discours de Gabriel Attal, il y avait aussi cette idée d'aller chercher à l'étranger, d'avoir un émissaire pour aller débaucher des médecins étrangers. Alors Banco, vous savez, moi je connais très bien cette situation. D'une part, il a fallu qu'on se batte pour que nos collègues à diplôme hors Union européenne restent en France. Un certain nombre ont eu des OQTF en fin d'année. Rendez compte, alors qu'on manque de médecins. Donc entre la réalité sur le terrain et les déclarations de Monsieur Attal, vous savez, sa première sortie sur la santé, il a menti. 32 milliards qui n'existent pas. Voilà. Donc, il arrive un moment donné, on en a assez de ces mensonges. Et alors, Banco, Monsieur Attal, vous savez, moi, je connais bien Cuba. Le seul endroit où on peut aujourd'hui recruter des médecins en nombre pour venir travailler en France, c'est Cuba. D'ailleurs, on a déjà des médecins cubains en France, en Guyane. Vous voyez ? Donc, pourtant, on se rappelle les moqueries d'Emmanuel Macron par rapport à Cuba, cette économie soviétique, etc. Et comment voir aussi, enfin moi je trouve ça assez choquant de dire que la France va aller débaucher, chercher des médecins dans des pays. Donc du coup on va déplacer le problème dans des pays qui vont avoir une fuite des cerveaux, une fuite des médecins formés, bien sûr. C'est du néocolonialisme prédateur. C'est-à-dire qu'on va faire venir des gens qui ont vu leurs études payées par leur pays d'origine. Et alors
on nous explique, on les fait venir 4 à 5 ans puis ils vont rentrer chez eux, mais c'est se foutre de la gueule du monde, c'est pas vrai ça. Voilà. Donc vous savez, on a déjà détruit le système de santé algérien, tunisien, syrien, roumain. Voilà. Donc il arrive un moment donné, ça suffit. Il y a besoin, il manque pas de jeunes en France pour faire des études de médecine. Sauf qu'on a un problème d'attractivité aujourd'hui. Vous savez que vous avez, pour la première fois, on a des étudiants en médecine en 4e, 5e année, quand ils commencent à faire leur stage hospitalier, qui, voyant la réalité de leur futur exercice, renoncent alors qu'ils ont passé un concours difficile. Voilà. On n'arrive pas à remplir les écoles d'infirmières. Vous savez, il y a un problème aujourd'hui. Qu'est-ce qui est valorisé dans notre société ? Ce ne sont pas les métiers utiles. Et voilà, les métiers de la santé, du médico-social, les collègues soignantes dans les EHPAD, etc. Donc, et à un moment donné, vous savez, on propose des choses tout à fait simples. On demande à ce que on rétablisse ce qu'on appelle les contrats d'études dans les écoles professionnelles, c'est-à-dire que dès l'entrée à l'école, on signe un contrat, on est payé, on est pré-embauché. On est déjà préaffecté sur un territoire et on doit exercer dans ce territoire, qu'on soit infirmière, médecin, pendant un certain nombre d'années avant de pouvoir aller voir ailleurs. Ça s'appelle une politique prévisionnelle des emplois. Dans les améliorations, c'est prendre en compte la pénibilité, parce que vous savez, une raison pour laquelle les gens quittent le métier, c'est la pénibilité. Travailler, assurer le service public 24 heures sur 24, les horaires décalés, le travail de nuit, les week-ends, les jours fériés. Le risque de la faute médicale dans des conditions pareilles. Et donc, c'est pas, comme le propose Monsieur Macron, de faire la semaine de travail sur 4 jours sans diminuer le temps de travail. Une attractivité, c'est les 32 heures sur 4 jours qu'on demande pour le personnel hospitalier. Alors si on les explique qu'on peut pas payer, écoutez, moi je sais où aller chercher l'argent. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale, il y a une absence de ressources. Vous savez, on essaye là, la taxe lapin, ou on va essayer d'augmenter les franchises. Là, bon, d'un côté, on va taxer les assurés sociaux qui ont du mal à trouver un médecin traitant, mais dans le même temps, il y a 75 milliards d'exonération fiscale auprès des entreprises. Bon, vous savez, je commence à avoir des cheveux blancs, ça fait des années qu'on nous répète la même chose. J'ai pas vu que ça améliorait l'emploi et que ça diminuait le chômage. Par contre, ça a augmenté effectivement les profits des entreprises. Aujourd'hui, ça, le problème qu'on a en France, c'est que les richesses sont partis vers les dividendes aux actionnaires et qu'on a appauvri les services publics. Voilà, et qu'on est en train de tuer les services publics. Et fondamentalement, vous savez, le problème de l'école et de la santé est la même chose. Oui, c'est un manque de moyens et un manque de personnel. Oui, c'est un manque de moyens et surtout, on veut remplacer le service public par le privé. Oui, mais ça, on abreuve de moyens financiers. C'est un choix politique qui remonte à bien avant Emmanuel Macron. Mais c'est accéléré par Emmanuel Macron. Avec Roselyne Bachelot qui avait déjà mis en place l'hôpital de flux, l'hôpital entreprise, accompagné par les cabinets de conseil. Il y a une mission en ce moment encore sur le rôle important des cabinets de conseil au sein des administrations publiques pour faire en sorte qu'elles soient toujours plus privatisées ou toujours moins efficaces pour que le privé se supplée. Comment se fait-il que d'un côté vous avez donc une classe politique qui pousse à la destruction des services publics et de l'autre vous avez des gens dans la rue, je me rappelle c'était à Lannion je crois, la population était dans la rue pour défendre son service des urgences aux côtés des médecins. Je suis allé récemment à Lannion pour les soutenir et pour expliquer qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que vous savez il y a une coupure entre ce monde politique et la réalité de terrain. Vous savez là la réponse qui est donnée aux agriculteurs, c'est pas la bonne. Qu'est-ce que réclament les agriculteurs? C'est pouvoir vivre de leur travail, c'est-à-dire qu'on leur paye au juste prix ce qu'ils produisent et pas vivre de subventions. Et pour la santé, le problème c'est de savoir si on glisse vers le système américain. Vous savez, il y a une accélération avec Monsieur Macron par rapport à ce qu'on a connu avec la droite traditionnelle. Il y a une accélération. Monsieur Macron nous-mêmes au système américain, que ce soit pour l'éducation, pour la santé. Sauf que le système américain qui dépense 50% de plus que nous pour son système de santé, parce que c'est le business, faut bien rémunérer les actionnaires des cliniques, les assureurs privés. Sauf que le résultat est catastrophique. Dans des places à Monsieur Trump, c'est pas America First. L'espérance de vie aux États-Unis est passée en 2021 en dessous de l'espérance de vie de la Chine. Mais on peut parler de la France avec la mortalité infantile qui a explosé. Non, mais surtout les enfants avec la fermeture des maternités. Comment on peut accepter cette situation? Qu'est-ce qui reste à faire en fait? Parce que les urgences, ça fait depuis 2019 et avant que le dossier est sur la table, rien ne se passe. Une révolte populaire. Moi, je regrette de ne pas avoir de tracteur. Voilà. Vous voyez, il y a arrivé un moment donné, c'est pas possible. Nous étions dans la rue en 2019. Quand Monsieur Macron, nous explique qu'on est obligé de fermer des services parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières. Si nous avait écouté en 2019 avec ces fameux contrats d'études, il faut 1 an pour former une aide-soignante ou 3 ans pour former une infirmière. Il faut pas 10 ans pour former un médecin. Un médecin, c'est 6 ans, puis après, il y a l'internat, il commence à travailler à l'hôpital. Monsieur Macron est au pouvoir depuis combien de temps? 7 ans.
Donc plus que le temps. Puisqu'il était aussi à l'Élysée à l'époque de François Hollande. Oui, bon, donc il était déjà dans le précédent gouvernement. Donc il arrive à un moment donné, ça suffit. Moi, je pense que, vous savez, on est au bout du rouleau, les professionnels de santé. Nous, ce qu'on demande, c'est une révolte de la population pour dire au gouvernement, ça suffit. Il faut des moyens pour les services publics essentiels que sont la santé, l'éducation en particulier. Ça suffit de nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent. De l'argent, il y en a. Hein, vous savez, moi, je trouve que quand je reçois des publicités, parce que je suis médecin et que j'aime bien ma vie, des publicités pour acheter des chambres d'EHPAD et bénéficier d'une exonération d'impôts, je trouve ça scandaleux. Voilà. Donc il y a des choses à changer, des choses qui sont légales, mais qui sont scandaleuses, immorales. Eh bien, revenons à la moralité. Hein, la moralité, c'est qu'on ait effectivement un service public de santé qui évite qu'il y ait des gens qui meurent sur des brancards, qu'on ait une surmortalité chez les enfants. Vous savez, si on se compare aux pays d'Europe du Nord, on a une surmortalité chez les bébés de 1000 bébés par an qui meurent parce qu'on manque de moyens, on n'a pas assez de réanimation néonatale, qu'on les transfère sur des centaines de kilomètres, même si on essaie de faire le mieux possible avec les SAMU. C'est une perte de chance. Statistiquement, on sait qu'il y aura une surmortalité. C'est une politique criminelle surtout, c'est ce que vous disiez. C'est une politique criminelle. Moi, je le dis clairement. Monsieur Attal, avec son discours qui répond pas aux besoins, il est responsable moralement de ces décès sur des brancards, de ces bébés qui meurent par manque de lits dans les réanimations néonatales. Je suis assez virulent sur cette question parce qu'il arrive à un moment donné, ça suffit. Hein, ça suffit. Moi, les conférences de presse sur les bottes de paille et les visites dans les hôpitaux. Vous savez, dans mon hôpital, la dernière visite d'un ministre de la Santé, c'était il n'y a pas très longtemps, on m'a interdit de pénétrer. J'avais des policiers qui ne me permettaient pas d'accéder au lieu de la visite. Et pourquoi ? Parce qu'on choisit les gens qui doivent être autour du ministre pour que, sur vos concurrents audiovisuels, BFM et autres, il y ait des belles images. Ça suffit, c'est pas possible. À propos de belles images et de morale, comment vous voyez cette mise en scène du gala des pièces jaunes avec Brigitte Macron qui est là pour réclamer un peu des piécettes aux Français, hein, pour colmater l'hôpital, et de l'autre côté une politique menée par son mari qui massacre l'hôpital. Comment on peut prendre ça au sérieux? Comment on peut accepter ça? Non, mais vous savez, c'est tout à fait voulu. Hein. L'hôpital devra être financé par la charité publique. Vous savez qu'aujourd'hui, un certain nombre de mes collègues professeurs de médecine, pour faire leurs recherches, ils lancent des collectes sur Internet parce qu'il y a plus d'argent. On a vu pour l'achat du matériel d'IRM. Voilà, du nouveau matériel de radiologie dans le plus grand hôpital parisien, l'hôpital Georges Pompidou. Vous voyez, bon, il arrive un moment donné, ce n'est plus possible d'accepter ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes au bord du précipice. On n'est pas au fond déjà là, on n'a pas. Quand on voit heureusement, les morts, on essaye de faire que ça tienne encore, hein. Mais c'est très compliqué. Et surtout, on fait fuir le personnel de l'hôpital. Vous savez, il y a 200 000 infirmières diplômées en âge de travailler qui ont abandonné le métier. Alors c'est un métier qu'elles avaient choisi. Vous savez, pour pouvoir effectivement avoir dans les écoles de santé des gens qui ont la motivation, il faut qu'on supprime Parcoursup, parce que quand vous arrivez, c'est votre 4e ou 5e choix. Vous êtes en stage dans les conditions dans lesquelles on accueille les jeunes en stage, les gens abandonnent. 20 à 25% de taux d'abandon des écoles d'infirmières. Mais enfin, moi j'ai l'exemple d'une amie qui était en néonatalité, qui est partie parce que elle a vu la maltraitance dont ils étaient victimes, mais dont les enfants étaient victimes également, avec des enfants morts laissés sur des brancards pendant une journée. On ne disait rien aux parents parce qu'on savait pas comment le dire. Enfin, ce genre de situation, la maltraitance des soignants, elle est réelle par ce manque de moyens, par la pression qu'on leur met, avec derrière, évidemment, des drames qui arrivent de manière quasi quotidienne. Et vous savez, on parle beaucoup du suicide dans un certain nombre de professions. On en parle peu dans le monde de la santé. On a énormément de suicides parce que beaucoup de burn-out et beaucoup de démissions. On est là, nous, pour soulager la souffrance des autres, et quand on souffre soi-même, on n'en parle pas. Voilà, donc c'est une catastrophe. Voilà, et il y a un vrai problème idéologique. Hein. C'est-à-dire que la santé relève-t-elle du service public dans le cadre de l'aménagement du territoire? Vous savez, on fera un référendum aujourd'hui avec une question. Est-ce qu'on exclut le secteur marchand du domaine de la santé et du médico-social, les EHPAD, y compris des assurances privées, que ce soit la sécurité sociale qui finance le système de santé, et qu'on puisse avoir un hôpital avec un service d'urgence ouvert 24 heures sur 24 à moins de 30 minutes de chez soi. C'est ça qu'on demande. Si on faisait ce référendum, on gagne le référendum. Mais ça coûterait combien? Parce qu'on vous dirait, oui d'accord, mais combien? Eh bien écoutez, déjà, il faut mettre un petit peu plus dans la santé.
C'est clair, on a une population qui vieillit, on fait des progrès, puis on mettra un petit peu moins sur d'autres choses. Mais on peut faire aujourd'hui d'autres choix, par exemple, que supprimer l'impôt sur la fortune. On peut faire d'autres choix que de laisser l'industrie pharmaceutique être l'industrie la plus rentable au monde. On peut faire d'autres choix que d'avoir fait glisser ces dernières années 10% de la richesse nationale vers les actionnaires aux dépens des salaires. Voilà, donc vous savez, l'appauvrissement désmicardiser la France, mais parce que, voilà, aujourd'hui, regardez le salaire d'une infirmière, le salaire d'un instituteur, d'une institutrice par rapport au SMIC, entre il y a 30 ans en arrière et aujourd'hui, l'écart s'est réduit. Déclassement, ouais. Et voilà, donc c'est un déclassement social. Comment vous voulez que pour ces métiers utiles, on arrive à recruter aujourd'hui? C'est un vrai problème. Moi, je n'accepte pas que des gens qui ont fait des études moins longues que moi et qui travaillent comme trader dans une banque gagnent 10 fois plus ou 20 ou 40 fois plus ou 50 fois plus que moi. Alors qu'il a un métier, je pense, qui est moins utile que le mien. Voilà, en termes d'utilité sociale, il faut qu'il y ait une réalité sur les salaires. Ça doit être les salaires des métiers utiles, pénibles, qu'on doit valoriser aujourd'hui. Je demande pas à ce que le trader gagne le SMIC, mais enfin, vous voyez, entre oui, mais là encore, c'est le secteur privé, c'est normal. Ferrari et avoir un salaire qui corresponde à son niveau de qualification, il y a une petite différence. C'est parce que c'est le secteur privé, donc là, il y a une liberté sur la grille salariale, on va dire, mais pour ce qui est du secteur public, on va dire qu'il y a un problème de revalorisation. Mes collègues qui travaillent dans les cliniques privées, infirmières ou aides-soignantes, elles sont mal payées. Ouais. Elles sont mal payées, parfois même moins bien payées qu'à l'hôpital, pour que les actionnaires gagnent le maximum. Regardez Orpea, le scandale d'Orpea. Et alors, Monsieur Macron, vous voyez la différence entre la droite traditionnelle et Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'a fait Monsieur Macron? Il fallait sauver à tout prix les actionnaires d'Orpea. On a mis 1 milliard d'euros dans Orpea. Alors, on nous dit qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État. Mais dans le même temps, l'aide médicale d'État, c'est 1 milliard d'euros. Et là, rien que pour sauver les actionnaires d'Orpea, on a mis 1 milliard d'euros. Écoutez, tout ça, moi, ça me révolte. Eh bien, cette révolte, elle est entendue. Je crois qu'elle est partagée par de nombreux Français, au-delà du personnel soignant. Merci beaucoup, Christophe Prudhomme, d'avoir témoigné sur cette crise persistante des urgences. On se retrouve dans un instant pour la suite de Poulain sans réserve avec notre deuxième invité pour parler de souveraineté numérique et toujours le standard 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. C'est déjà un peu les vacances et c'est vrai qu'en vacances on va parfois en Espagne et on peut manger des tomates espagnoles, sauf que là, eh bien figurez-vous que Ségolène Royal nous explique que non, manger de la tomate espagnole ce n'est pas bien parce que c'est pas bio, c'est pas comme il faut. On l'écoute et on en parle tout de suite. Même dans les magasins bio, il n'y a plus de tomates françaises ou de fruits et légumes français. Mais c'est scandaleux. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles? C'est immangeable. Moi, je vous dis que le bio espagnol est un faux bio et que les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises. Aïe, 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 aïe. Crise diplomatique ouverte par Ségolène Royal qui attaque frontalement la tomate bio espagnole. Alors voilà que le secteur de l'association professionnelle espagnole de production bio, Ecovalia, explique qu'ils ne permettent pas de telles déclarations qui sont infondées et ruinent tout le secteur. Ces propos ont été jugés inappropriés de la part d'une personne qui a eu des responsabilités gouvernementales. Ça, c'est la ministre espagnole de la transition écologique qui en parle. Et puis, même le premier ministre espagnol a pris la parole et a invectivé Ségolène Royal. On l'écoute. Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga. La señora Royal, elle n'a pas eu la chance de goûter aux tomates espagnoles et Pedro Sanchez invite Ségolène à aller en Espagne pour voir que la tomate espagnole est imbattable et que les produits espagnols, figurez-vous, ne bénéficient d'aucun avantage particulier par rapport aux autres produits sur le marché intérieur européen, sachant que les règles environnementales sont les mêmes et s'appliquent en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas et ailleurs. Et c'est vrai qu'on a vu ces derniers jours des scènes avec des camions de produits à la frontière espagnole qui avaient été vidés, vandalisés par les manifestants et les agriculteurs en colère en France. On voit bien qu'il y a un problème au niveau des accords internationaux et du marché unique. Mais si on veut revenir à cette crise diplomatique déclenchée par Ségolène Royal, eh bien, il faut remonter un peu dans le temps. Et en 2015, Madame Royal avait provoqué une autre crise diplomatique, cette fois-ci en attaquant le Nutella. On l'écoute. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça, c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon, le Nutella. Oui, mais il faut pas, voilà.
Il faut pas manger du Nutella. À l'époque, c'était Ferrero et l'Italie entière qui s'étaient levés en disant mais enfin, faut arrêter. Alors c'est vrai que les conseils culinaires et les goûts et les couleurs, c'est particulier, mais on voit que Madame Ségolène Royal s'intéresse beaucoup au panier de la ménagère. C'est important, mais de grâce, évitons les scandales diplomatiques. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité tout de suite pour parler de souveraineté numérique est Thomas Fauré, président fondateur de Waller. Bonjour. Bonjour Alexis Poulain. Alors d'abord en un mot, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est Waller ? Oui, Waller, c'est une plateforme française de réseaux sociaux collaboratifs qui s'adresse essentiellement aux entreprises, aux associations, etc. Et on a, si vous voulez, un équivalent de grandes solutions GAFA, mais développées en France et avec un ADN de protection de la donnée et de cybersécurité très important chez nous. Alors justement, c'est parce que vous avez vu ce choix de la CNIL de privilégier Microsoft pour l'hébergement des données de santé que vous avez lancé une pétition pour alerter sur cette souveraineté numérique. Je rappelle en fait ce qui s'est passé. Il y avait eu d'ailleurs le drame du Health Data Hub en 2019 avec Microsoft où on avait fait un coup en arrière, un coup en avant. Et puis là, on apprend avec la publication au journal officiel le 31 janvier que la CNIL a donné un accord pour que Microsoft héberge les données de santé des Français pour ensuite faire des études sur les impacts à long terme, etc. Et on explique d'ailleurs que c'est à regret que la CNIL choisit Microsoft parce qu'il n'y avait pas finalement de solution française à cet hébergement. Oui, c'est cet argument précisément moi qui me scandalise. Alors, on a un écho des années 2020, des années Covid, puisque en fait cet hébergement de données de santé des Français est opérationnel depuis 2020. Mais il avait été quand même dit que c'était provisoire, que Microsoft a été choisi pour héberger ces données. Ouais. Et l'argument qu'on nous avait sorti à l'époque, je me souviens, c'était Cédrico, le ministre délégué du numérique au Sénat, avait dit, et ça avait mis en colère Octave Klaba, qui est le patron d'OVH, un des grands hébergeurs français, avait dit que les Français n'étaient pas au niveau et ne savaient pas faire. Moi, ça me scandalise. Je vais vous dire en deux mots pourquoi, ou après on peut en parler en détail, mais ça me scandalise parce que tant qu'on continuera à avoir ce discours de dire on ne peut pas vous confier tel ou tel marché parce que vous n'êtes pas au niveau, on risque pas d'arriver à ce niveau. C'est-à-dire comment ces géants du numérique et de la technologie, qui sont les Américains en particulier, ont réussi à atteindre un niveau supérieur au nôtre. C'est par la commande publique de leur pays, c'est parce que les États-Unis ont commandé des contrats à Microsoft, à Facebook, et même si on élargit un peu à la technologie, vous voyez les fusées d'Elon Musk, avant même qu'il ait commencé à en construire une seule, étaient déjà commandées par l'État américain. Donc on peut toujours continuer à dire on n'est pas au niveau, c'est vrai, c'est-à-dire qu'effectivement les technologies françaises et européennes sont de niveau inférieur aux technologies américaines. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'on fasse un raccourci en disant, en fait, on pense que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que là, pour le coup, on est tout à fait capable et on a tout à fait les compétences de pouvoir rattraper ce niveau technologique. Et en fait, à chaque décision, on recule. Et surtout, on a toujours la même excuse de dire que c'est une solution provisoire. Là, Microsoft, ce serait pour 3 ans et on verrait. Le vrai problème, en fait, qui est soulevé par ce choix, c'est que cette société américaine, Microsoft, est soumise aux lois extraterritoriales des États-Unis, le Cloud Act notamment, et la loi FISA, qui permettent en fait que les données de santé des Français qui vont être hébergées sur ces serveurs pourraient être accessibles aux services de renseignement américains sans que nous en soyons informés. Oui, pourraient et peuvent en fait. Oui. Non, mais elles sont clairement accessibles. Effectivement, la loi FISA permet aux services américains, bref au gouvernement américain, d'accéder à toutes les données qui sont stockées via des hébergeurs et des fournisseurs américains. C'est effectivement là, le scandale est effectivement là, parce que quand on regarde ce qu'a dit la CNIL, non seulement elle dit que les Français sont pas au niveau,
Évidemment, je m'insurge. Mais deuxièmement, elle dit que nous ne sommes pas au niveau en cybersécurité. Et alors là, c'est doublement étonnant. D'abord parce qu'on a un écosystème en France de cybersécurité qui est absolument au niveau. Et deuxièmement, parce qu'il ne s'agit pas seulement de la cybersécurité, entre guillemets, la sécurité informatique des données de santé. Il s'agit clairement de la sécurité vis-à-vis aussi de ce que peuvent être des ingérences extérieures, et en particulier américaines. Et on a une sorte de drap pudique qui est voilà, non, ça c'est pas de la sécurité. On voit bien que quand on parle d'ingérence étrangère dans la bouche des parlementaires français ou du gouvernement, il s'agit des Russes et des Chinois. Quand il est question des Américains, que ce soit les écoutes, il y avait eu des écoutes à l'époque d'Obama de dirigeants européens, on n'en parle pas. Que ce soit l'utilisation de logiciels américains, y compris par la défense et par le ministère de la Défense français, voile pudique sur la question. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on est totalement dépendant des produits des GAFAM et des produits des entreprises américaines et qu'on n'a pas d'autre choix et donc qu'il faut faire avec? Ou est-ce que c'est un choix politique? Je pense qu'il y a un grand mythe à déconstruire qui consiste à penser que nos alliés sont nos amis. C'est d'une naïveté terrible, coupable. Et croyez-moi, au plus haut niveau de l'État, ils ne pensent pas une seule seconde que ce soit vrai. C'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde depuis toujours, un État est un État. Il peut avoir des alliés, effectivement, mais pour autant, il y a une tension entre chaque État qui est réelle. Et ce serait que d'être aveugle, que de ne pas percevoir la tension économique qui nous est imposée, et en particulier dans le domaine technologique par les États-Unis, qui évidemment mènent une politique, une géopolitique impériale, il faut le dire. Voilà, les États-Unis ne supporteraient pas probablement d'être écartés, ne serait-ce que pour tel ou tel, je dirais, domaine, en particulier les domaines régaliens, les domaines stratégiques. Mais quand même, quand Palantir avait été choisi par le renseignement français, Palantir, entreprise américaine, là on était sur un sujet extra sensible et ça n'avait pas eu l'air de froisser ou d'inquiéter les responsables du renseignement. C'est tout à fait le problème de ces sujets un peu pointus, que sont les sujets technologiques. Beaucoup d'absurdités passent sous le radar, je dirais, de la conscience du grand public. Et ce que j'ai voulu faire d'ailleurs et ce que je veux faire avec cette pétition que j'ai lancée il y a 2 jours, c'est d'éveiller les consciences du grand public. C'est pour ça d'abord que je vous remercie de m'avoir invité, parce que la parole, elle est apportée pas seulement auprès des experts, qui ont tous un avis, qui ont une analyse précise, etc., mais ils sont trop peu nombreux pour que ça ait un certain impact. Il faut que les Français, les citoyens, ceux qui votent, aient conscience que les enjeux derrière la technologie, même s'ils sont moins palpables, et c'est ça leur défaut, que les enjeux de l'agriculture, de la santé ou de la sécurité, les enjeux de la technologie sont extrêmement importants et extrêmement prégnants dans nos vies. Ils sont au quotidien, partout, que ce soit l'utilisation des écrans par les jeunes, l'utilisation des données par Facebook et tous les GAFAM. Est-ce que, quand on entend les discours volontaristes en ce moment de Gabriel Attal sur le réarmement, la souveraineté, qu'elle soit alimentaire ou autre, est-ce que c'est des mots creux? Est-ce que c'est de la com? Est-ce qu'on a les moyens d'une souveraineté numérique en France? Si vous voulez, pour dire la vérité, ces gens-là ont déshabillé la souveraineté. Le mot souveraineté, il y a quelques années, était un mot encore assez peu prononçable. Et ceux qui le prononçaient, je pense, du moins, c'était dans le sens constitutionnel. La souveraineté, c'est la liberté qui appartient au peuple, voilà. Et puis c'est vrai dans chaque État, c'est vrai auprès de chaque nation. Évidemment, moi je fais partie de ceux qui ont beaucoup milité pour que ce concept de souveraineté sorte du placard et qu'on lui retrouve un sens solide, un sens positif, et qu'on arrête de le jeter aux oubliettes. Et maintenant, peut-être à cause de ceux qui ont milité pour recouvrer justement ce terme, finalement c'est devenu du souveraineté washing. Alors, je ne dis pas
que tout est creux parce que en réalité, les gouvernants s'aperçoivent bien que ce sujet touche le peuple, touche la nation. Et il est clair qu'on peut pas continuer comme ça à vendre, à tout brader. Il y a un moment, si on veut garder un peu de liberté, il faut être capable de consolider et de récupérer cette souveraineté. Mais malheureusement, ce qu'on veut, c'est des actes. Pas des paroles. Les paroles, elles sont très importantes quand on est un dirigeant politique. Elles sont fondamentales, mais elles doivent s'aligner aux actes. On a ce mot souveraineté d'une part. D'abord, s'agit-il de la souveraineté française ou de la souveraineté européenne? Là aussi, il y a un grand flou. On va en parler, bien sûr, parce que c'est un terme ça veut tout dire. En réalité, question. Ce débat veut tout dire. On va en parler dans un instant sur à la fois les actes, sur les avancées quand même, positives ou pas, et puis il y en a. Cette question de souveraineté européenne. À tout de suite, 0826 300 300, le standard, si vous souhaitez poser vos questions à notre invité et parler de cette souveraineté numérique. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve. Et nous sommes de retour en studio avec Thomas Forêt, président fondateur de Waller, pour parler de cette pétition contre la CNIL qui finalement décide de brader les données de santé ou de les offrir à Microsoft, malgré le fait que cette entreprise américaine ait à peu près tous les droits sur nos données de santé qui sont quand même assez sensibles. On parlait à l'instant du thème de souveraineté, avec ce souveraineté washing où c'est un peu à toutes les sauces, comme le réarmement en ce moment. Et Emmanuel Macron se plaît à évoquer la souveraineté européenne. Qu'est-ce que ça veut dire en termes numériques, la souveraineté européenne? Est-ce qu'il y a une réalité de ce terme? Et est-ce que l'Europe a favorisé quand même une protection d'entreprises européennes face aux entreprises américaines? On peut parler quand même du DSA, quelques avancées au niveau du droit européen, ou non? Alors, sur la première question, est-ce qu'on peut parler de souveraineté européenne? Beaucoup utilisent ce terme. Moi, j'y souscris pas du tout, parce que derrière la souveraineté, il y a un peuple. Et dans l'Union européenne, il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs pays, il y a plusieurs peuples, jusqu'à preuve du contraire. Ça n'est pas une fédération. C'est pas les États-Unis d'Europe, donc il n'y a pas de souveraineté européenne. Il y a des souverainetés nationales, il y a des souverainetés en Europe, nationales en Europe, si vous voulez, mais il n'y a pas de souveraineté européenne. En revanche, il est clair que c'est important de pouvoir peser, comme on dit, auprès des États-Unis, des Chinois, etc. Et c'est sûr que ensemble, si les Européens se mettent d'accord, évidemment, il y a cette condition, ce sera intéressant d'avoir des accords et peut-être améliorer l'autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie des pays européens en matière numérique. Alors, est-ce que l'Europe protège ou favorise l'émergence ? Bon, on a vu quand même son rôle, l'Union européenne, aujourd'hui, c'est de légiférer. Elle a sorti le RGPD qui protège les données personnelles des citoyens européens. Et ça, c'est une très belle avancée. Et puis maintenant, on a le DMA, le DSA, qui sont des réglementations qui s'appliquent et surtout aux géants du numérique, ce qu'on appelle les gatekeepers. Et évidemment, ça, c'est des bonnes avancées. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais c'est défensif. Il n'y a rien aujourd'hui de réellement offensif, il n'y a pas de stratégie alignée en Europe, et les États européens ne sont pas d'accord entre eux. Clairement, la voix de la France aujourd'hui, c'est celle qui porte le plus justement le sujet d'autonomie stratégique. Donc ça, c'est intéressant, il n'y a pas que du négatif. Oui, il y a quand même des avancées qui vont dans le bon sens, y compris en France aussi. Est-ce qu'on a vu des choses qui allaient dans le bon sens? Oui, en France, on a vu un virage après le départ de Cédric O, et puis l'avènement du second mandat d'Emmanuel Macron, avec le nouveau ministre délégué au numérique qui était Jean-Noël Barrot, qui n'avait pas du tout la même posture et effectivement était plus dans d'abord le dialogue avec, y compris les petits acteurs que nous sommes, mais une volonté, je crois, de les mettre en avant. Donc ça c'est sûr que c'est une bonne chose. Il reste un point noir fondamental, c'est que aujourd'hui, la France est incapable, à cause de l'Union européenne, de pouvoir flécher la commande publique auprès des acteurs français ou européens. À cause de la concurrence libre et non faussée, oui, exactement, du coup, exactement. Les Français vont être perdants, d'où Microsoft. Et ça, c'est le gros point noir. Ouais. C'est-à-dire qu'on pourra mener toutes les politiques de subvention, de je ne sais quoi, ce qui a fait émerger les géants en Chine, aux États-Unis, etc., c'est la commande
public, ce que je disais tout à l'heure. Donc là, on a un énorme point noir. Les Français, je crois, ils sont plus ou moins favorables, mais c'est absolument pas le cas ni des Allemands ni ailleurs. Il y a une dépendance aux GAFA dans d'autres pays en Europe qui est évidemment très importante, et je pense à l'Allemagne où ils sont absolument pas prêts à se départir de Microsoft et consorts. Et quand vous voyez, vous dites que c'est purement défensif, mais on a vu quand même le commissaire européen Thierry Breton très offensif vis-à-vis de X, le réseau social racheté par Elon Musk. On a l'impression que c'est une vendetta, une guerre personnelle contre ce réseau. Qu'est-ce que vous pensez qui va en sortir? Est-ce que l'Union européenne peut gagner contre X, ou est-ce que ce sera simplement une guerre de posture? Oui, c'est sa marotte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, ça m'intéresse pas tellement. Ça m'intéresse pas parce qu'en fait, oui, il faut bien sûr faire en sorte que les réglementations soient appliquées, et ça va de soi. Mais pourquoi X et pas Facebook, par exemple? Vous voyez? Ça me dérange. Visiblement, a pris le choix de la liberté de parole. Oui, alors voilà, Elon Musk a eu des positions en faveur de. Mais c'est ça. En fait, ce qu'on peut lire, en fait, c'est clairement une grille de lecture d'opinion politique. Voilà. Ça, c'est un peu gênant quand même. Mais surtout, c'est pas ça qui va faire émerger quelques forces vives en Europe. Je le redis, ce qui nous manque, c'est la liberté de pouvoir flécher de la commande vers les acteurs nationaux, vers les acteurs européens. Élargissons à l'Europe. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je préférerais que nos données de santé soient hébergées aux Pays-Bas qu'aux États-Unis. Voilà, c'est très simple. Mais comment, regardez, on fête les 20 ans des réseaux sociaux ces jours-ci. En 20 ans, il n'y a eu aucune alternative européenne, alors que dans le même temps, les Chinois ont créé TikTok, ont créé Weibo et plein d'autres choses. Nous, l'Europe, c'est finalement impossible quasiment d'avoir l'émergence d'un acteur qui serait à hauteur de concurrencer un acteur américain. Oui, et à cause pour moi de deux facteurs. Le premier facteur, c'est que nous courons, c'est-à-dire nos dirigeants en Europe, et en particulier français, courent toujours à faire le futur. Alors là, on en est où? À l'intelligence artificielle, ChatGPT. Le ChatGPT européen, c'est ça qu'ils veulent faire. L'année d'avant, c'était le métavers européen. Et puis on avait vu, les années d'avant, c'était la blockchain européenne. C'est ça. En fait, on court après l'idée de l'innovation qui est déjà réalisée en fait depuis 30 ans aux États-Unis. Et ça continue. Et en fait, pour moi, ça c'est vraiment le premier facteur. C'est en fait courir à la course perdue. Enfin, on a déjà perdu là-dessus. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de filière de recherche où nos chercheurs sont sous-payés? On voit par exemple Facebook a misé sur l'intelligence française avec son centre sur l'IA qui est à Paris avec Yann Lequin par exemple. Donc finalement, les gens qui ont les capacités, qui ont fait des études, partent très vite bosser pour des entreprises américaines parce qu'ils ont à la fois les moyens de poursuivre leur recherche et qu'ils sont bien mieux payés que s'ils étaient restés en France. Ça, c'est le deuxième facteur pour moi. C'est ce que j'allais vous dire. En fait, c'est tout simplement la confiance dans nos compatriotes. La confiance dans les entreprises françaises. Elle est pas là. Et là, encore une fois, ce verbatim qui est indiqué dans la déclaration de la CNIL à propos de l'hébergement des données de santé en témoigne. Il n'y a aucune confiance accordée au fait que les entreprises françaises puissent être capables de se hisser technologiquement. Et ça, c'est honteux parce que ce qu'il y a derrière, c'est un manque de confiance dans la nation, soyons clairs, ou dans les nations européennes. Si vous voulez, moi, en tant qu'entrepreneur de la technologie, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas être d'accord, à aucun moment. Mais est-ce que vous avez des contacts avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problèmes qu'en France, dans d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a une initiative qui pourrait se faire jour pour aller à l'encontre de ces traités européens qui imposent cette concurrence libre et non faussée, qui favorise finalement les grands groupes internationaux? La seule voie crédible, c'est la voie politique. C'est-à-dire que ce qui empêche le fait que la commande puisse être fléchée vers des appels d'offres qui soient réservés à des acteurs européens, c'est ça qui est un problème, ne permet pas aujourd'hui de jouer la concurrence, une concurrence saine, puisque de facto, depuis des décennies, nous sommes en retard sur les technos qui nous sont présentés en concurrence, qui sont américaines, bientôt chinoises. Ce qu'ont fait les Chinois, ce que vous dites, ils ont créé des alternatives et tout, mais évidemment, parce qu'ils ont mené une politique strictement protectionniste. Il y a 0% de la commande publique chinoise qui
qui peut passer vis-à-vis et dans tous les domaines vis-à-vis auprès d'entreprises non chinoises. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut pas aller évidemment à ces extrémités parce qu'on n'a pas envie forcément de ressembler à la Chine, à la gouvernance chinoise, mais en revanche on pourrait tout de même dire pour certains marchés, par exemple les données de la santé, les données de la défense, les données sensibles comme vous disiez, de l'État et des États européens, on devrait dire c'est obligatoire d'être une entreprise européenne, c'est obligatoire. Je vois pas pourquoi on le fait pas. On est très loin quand même. Cette pétition que vous avez lancée, elle est trouvable où, si on veut la signer ? Elle est trouvable. Alors moi, je l'ai publiée sur LinkedIn, sur X, sur les médias sociaux classiques, malheureusement américains, vous avez noté, mais elle est disponible aussi sur le site mesopinions.fr, si je dis pas de bêtises, à vérifier. Je souligne qu'il y avait une autre pétition qui avait été couronnée de succès. Celle-là, c'était sur la nomination d'une haute responsable européenne à la concurrence, je crois d'ailleurs. Scott Morton. Madame Scott Morton, américaine de son État et à l'État civil. Et là, c'était pas passé finalement. La ligne rouge avait été franchie à ce moment-là. Oui, c'est la première pétition que j'avais lancée. Je vous avoue, je suis en train de me dire que j'ai un avenir dans la carrière des lanceurs de pétitions. Mais oui, là aussi c'était honteux. C'était l'année dernière où on apprend que une américaine à un très très haut niveau de responsabilité est appelée par von der Leyen et la Commission européenne. Et c'est alors Dieu merci, encore une fois, Jean-Noël Barrot qui était ministre délégué à l'époque avait tout de suite pris parti pour effectivement le fait qu'elle parte, le fait qu'elle s'en aille. Donc ça c'était quand même, j'avoue, très très bien, très positif. Mais on peut noter aussi qu'il n'y a que les Français qui se sont mobilisés, c'est-à-dire encore une fois, pas parmi le personnel politique européen, parce qu'il y a eu du personnel politique européen qui s'est mobilisé là-dessus, mais les seuls qui se sont exprimés en tant que citoyens dans les médias publics, c'était les Français. Merci beaucoup Thomas Forêt, président fondateur de Walleur, d'avoir répondu à nos questions. La pétition bien sûr est en ligne pour que la CNIL revoie un peu ce jugement de donner à Microsoft toutes nos données de santé à nous les Français. Dans un instant, c'est la culture dans tous ses états avec Céline Alonso et André Berkoff. Ils reçoivent à 13h Farida Khelfa, icône de la mode des années 80, et elle publie un livre dans lequel elle raconte la face sombre de sa vie, à la fois dans la nuit parisienne mais aussi dans son arrivée dans la banlieue parisienne. À tout de suite. De Fourvière à Montplaisir, de la Cité internationale à Gerland, du parc de la Tête d'Or à Saint-Just, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.